Les troubles du sommeil pendant la grossesse sont souvent totalement méconnus. On ne demande pas à une femme enceinte comment elle dort, et si elle répond ou si jamais elle signale qu'elle ne dort pas bien, on lui dit que c'est normal puisqu'elle est enceinte et qu'elle dormira mieux après l'accouchement. Pour ceux qui ont des enfants, c'est totalement faux. Après l'accouchement, en général, on ne dort pas beaucoup mieux. Mais c'est une réponse assez classique. Comment ? J'ai entendu patriarcat. Bon, les maris aussi dorment mal, mais disons que les femmes dorment mal pendant la grossesse. Je regarde si ça marche. Oui, ça marche. Super. Voilà, non mais clairement, les femmes ne se plaignent pas de mal dormir, mais idem dans la population générale. Bon, c'est vrai que la médecine du sommeil commence à prendre beaucoup d'ampleur, on parle énormément des troubles du sommeil, donc les patients maintenant se plaignent quand même quand ils dorment mal, ou ils viennent d'emblée en disant « je pense que je fais des apnées ». Mais au cours de la grossesse, c'est quand même un sujet qui est encore pas... Enfin, c'est une question qui n'est jamais posée. Donc voilà, le but, si vous retenez un message, c'est juste, quand vous voyez une femme enceinte, posez-lui la question de son sommeil. C'est vraiment ça qui est important. Et il faut effectivement les dépister, les prendre en charge précocement pour éviter toutes les complications qu'on va voir. Je vous ai dit, c'est beaucoup moins sympathique que le topo d'avant. Donc un petit peu de physiologie. Donc déjà, chez les femmes, hormonalement, on a des modifications très importantes comparées effectivement aux hommes, entre autres de par les périodes d'ovulation qui sont là pendant la grossesse et toute la période de la préménopause et de la ménopause où il y a quand même des grandes modifications qui font que le sommeil va être perturbé. Je vais assez vite sur le début, on verra après. Donc ça, vous connaissez la puberté. Donc les femmes, on est souvent en avance sur les hommes, je suis désolée, y compris pour le décalage de phase. Donc on se décale, la puberté chez les femmes apparaissant plus tôt, on se décale plus tôt en horaire de coucher, en sachant que c'est en général entre 18 et 20 ans qu'on va se coucher de façon naturelle. Alors maintenant, c'est en plus de façon non naturelle, mais le plus tard, et les garçons se décalent un peu plus tard, mais de façon plus importante. Les femmes, on sécrète beaucoup de progestérone et d'œstrogène, et ces deux hormones quand même ont un rôle protecteur sur les voies aériennes. Donc on va le revoir, la progestérone c'est un stimulant ventilatoire et c'est important pendant la grossesse. Ça augmente l'activité du génioglosse, ça permet la dilatation et l'ouverture des voies aériennes supérieures, et donc ça les protège contre les troubles du sommeil ainsi que les œstrogènes. Et c'est aussi pour ça qu'en deuxième phase de cycle, la phase lutéale, le sommeil en général est plus réparateur. En contrepartie, quand on arrive juste avant les règles, parfois, il y a un petit peu plus d'irritabilité, mais bon, c'est ce qu'aiment bien en général les maris. Alors, le sommeil normal pendant la grossesse, la durée va augmenter au premier trimestre, la durée du sommeil. Au deuxième trimestre, en général, on redort autant qu'avant la grossesse. Et au troisième trimestre, par contre, la durée du sommeil va diminuer, donc par plein de facteurs qu'on va voir après. La qualité, par contre, du sommeil va s'altérer tout au long de la grossesse. Il y a énormément de femmes qui décrivent des éveils nocturnes, donc tous les chiffres viennent d'études qu'on verra après. En général, quand une femme enceinte se réveille, surtout quand ce sont les premières grossesses, il y a souvent des difficultés à se réendormir. Il y a de l'anxiété, parfois un peu d'insomnie. Il y a quand même un terrain anxieux qui est particulier à la grossesse, et surtout à partir du troisième trimestre avec l'accouchement qui arrive. L'architecture du sommeil, elle va diminuer en efficacité tout au long, toute l'efficacité du sommeil va diminuer. Donc la définition, il y a tous les éveils nocturnes, les micro-éveils, et diminution des ondes lentes et du sommeil lent profond. Donc au premier trimestre, la femme enceinte est souvent somnolente, il y a des siestes qui sont parfois nécessaires, les nausées, vomissements et l'anicturie qui est d'origine hormonale. Au deuxième trimestre, on va avoir la congestion nasale et l'obstruction nasale qui vont commencer à apparaître avec une rhinite hormonale. Et donc là, comme je fais beaucoup d'allergos, un petit mot pour les rhinites allergiques. Quand une femme enceinte est sous traitement immunothérapie allergénique, il ne faut surtout pas arrêter le traitement, d'accord, ce qui est régulièrement fait par les médecins, en disant on arrête tout traitement. Donc là, vous lui rajoutez, elle a une rhinite allergique qui est bien équilibrée par sa désensibilisation et vous lui arrêtez le traitement. Donc c'est dommage, donc surtout ne pas interrompre. Par contre, autre règle, on ne débute jamais un traitement d'immunothérapie allergénique pendant une grossesse, pour qu'on ne sait pas comment elle va réagir. Voilà, donc ça c'est le petit message important aussi. Donc on aura apparition de ronflement, les mouvements du fœtus éveillant, et au troisième trimestre, là il y a tout l'évolution vers le SAS, jambes sans repos, mouvement périodique nocturne. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité bien sûr. Les cauchemars sont plus importants et diminution importante du temps de sommeil total. Quand il y a une diminution du temps de sommeil, donc courte durée, ce qui va apparaître surtout, c'est important à partir de 6 heures, moins de 6 heures, il y a un terrain dépressif et qu'on peut retrouver en postpartum, il y aura plus de baby blues.
Et quand on passe carrément sous les 5 heures, donc là, augmentation du risque de prééclampsie. On va revoir la prééclampsie. Quand il y a une prééclampsie, il y a une augmentation du risque de naissance prématurée, une augmentation du temps de délivrance et une augmentation de la probabilité de césarienne. Donc et après, il y a tous les autres risques qu'on va avoir de la prééclampsie. Donc voilà pourquoi déjà c'est important de comprendre comment elle dort. Alors ça, c'est une polygraphie d'une femme enceinte. C'est suite à ce cas-là, il y a maintenant 7 ans, que j'ai commencé à m'inquiéter des troubles de la grossesse. Donc c'est une femme enceinte qui était au 8e mois. Et voilà, bon, je pense que vous connaissez tous les polygraphies. Elle respirait pas très bien, donc vous imaginez comment le bébé était oxygéné. Pas très bien. Voilà. Alors qu'est-ce qui va augmenter qu'est-ce qui va faire que le risque de SAS va augmenter pendant la grossesse? Bon, bien sûr, la prise de poids, l'œdème pharyngé et la congestion nasale, l'effet de masse de l'utérus qui va entraîner un raccourcissement de la trachée, une diminution du volume pulmonaire, une élévation du diaphragme, toutes les variations hormonales et la position aussi pendant le sommeil. Donc ça, on va revoir ça. Donc la progestérone, comme je vous dis, c'est une hormone qui est protectrice. Et donc il y a des études, donc ça c'est l'étude de Lee, qui avait montré que les seuils de progestérone étaient plus bas chez les femmes enceintes qui avaient un SAS par rapport à la population contrôle. Donc là on revoit le rôle protecteur de la progestérone. Donc déjà quand il y a un SAS, il y a moins de progestérone. Donc ça c'est un assez joli schéma. Donc tout à l'heure on a parlé du cortisol. Il y a une perturbation de l'axe qui fait qu'il y a une hypercortisolémie et qui va effectivement entraîner toutes les conséquences qui sont là. Donc les changements de sommeil, voilà, le raccourcissement du temps de sommeil, la fragmentation, l'hypoxie intermittente, après avec toutes les modifications endothéliales. Et là c'est trop loin, là c'est trop près. Enfin vous lisez, je pense mieux que moi. Voilà. Donc c'est tout ce qui se passe pendant la grossesse et qui fait qu'après, on a toutes les complications de la grossesse. Alors, la femme enceinte, quand elle est allongée, le nez se bouche. Donc on va augmenter la respiration buccale et augmenter le risque de SAS. Et souvent, on disait aux femmes enceintes, surélevez vos jambes le soir. Donc classiquement, vous avez les jambes gonflées, surélevez vos jambes. Qu'est-ce qui se passe quand on surélève ses jambes ? Il y a un effet de flou de Chips, donc on augmente encore le problème de SAS. Donc j'ai regardé, j'ai cherché s'il y avait des études dessus, j'en ai pas trouvé. Mais c'est quelque chose intuitivement, j'ai travaillé beaucoup avec une gynéco, et c'est vrai qu'on dit toujours surélever les jambes, mais surélever les jambes, si on n'a pas dépisté qu'il pouvait y avoir un SAS derrière, on augmente les troubles respiratoires. Donc voilà, une femme enceinte qui a des jambes enflées, déjà il faut faire le bilan, il faut lui aussi lui poser la question de savoir comment elle dort avant de lui dire surélever les jambes. Après, si elle a une PPC, il n'y a pas de souci, elle peut surélever les jambes. Enfin voilà. Et donc ça, c'est une autre étude qui avait montré que si on surélevait pendant la grossesse, la partie supérieure du corps, il y avait une diminution de l'IAH en postpartum. Donc il y a 2 études qui ont montré ça. C'est assez particulier, mais bon. Alors les conséquences du SAS, donc on retrouve les mêmes conséquences que la population générale, plus bien sûr l'hypertension artérielle gravidique, les risques de mortalité maternelle, prééclampsie, l'augmentation, comme je vous ai dit, de l'incidence de césarienne et le temps de délivrance plus long. Donc en fonction du stade de grossesse, il y a plus ou moins de risques de syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, on était entre 6 et 15, donc c'est une cohorte qui est énorme. Regardez le nombre de femmes dans l'étude, donc très très grosse étude. Donc 3,6% entre 6 et 15 semaines d'aménorrhée. Et quand on passe entre 22 et 31 semaines d'aménorrhée, là on passe déjà à un taux de 8%. Et ça va continuer à augmenter. Avec donc en bleu là c'est les stades précoces. Je vais y arriver. Ah, il est là. Voilà, stade précoce. Et ça augmente. Voilà. Alors, il y a la prévalence du SAS qui augmentait aussi avec le diabète gestationnel, l'hypertension et la prééclampsie. Et l'obésité a été retrouvée souvent dans les études comme un facteur de risque, comme dans la population générale, mais pas exclusivement. Mais en tout cas, pour la grossesse, c'est un facteur de risque qui est vraiment là. Et le risque de ça, c'est 2 fois plus important chez les femmes qui ont une hypertension artérielle gravidique. Donc Facco, qui est un Italien, il y a énormément d'études de Facco. Il a beaucoup travaillé sur l'épidémiologie. Donc c'est ce qu'on revoit, hein. L'hypertension, l'obésité. Alors la prééclampsie, qu'est-ce que c'est? On en parle depuis tout à l'heure. Donc c'est une hypertension artérielle gravidique, donc après 20 semaines d'aménorrhée qui est associée à une protéinurie. Donc le mécanisme, c'est un dysfonctionnement placentaire, donc il y a une hypoxie intermittente, et ce qu'on appelle la balance angiogénique, en gros, c'est le facteur, le placental growth factor,
il va être diminué et c'est l'autre récepteur, là, le S, celui-là, là, qui va augmenter à la place. Et donc, on a un déséquilibre de cette balance et du coup, le placenta va être mal vascularisé et va mal grandir, grossir et donc mal irriguer le bébé. Donc ça, c'est la balance. Donc, quand il y a la dysfonction endothéliale, on a beaucoup plus de ce facteur-là, le prééclampsie, voilà, avec la dysfonction endothéliale. Donc, quand un bébé est mal vascularisé, enfin mal dans son coussinet, on va dire. Donc, il peut avoir des troubles de croissance et le meilleur indicateur, c'est la croissance fœtale. Les études ont du mal à se fier au poids de naissance parce que parfois, comme la femme, il y a une obésité, du coup, il y a une macrosomie. Donc, on ne peut pas juste juger sur le poids de naissance du bébé, savoir si la grossesse s'est bien passée ou pas. Donc, du coup, c'était vraiment, toutes les études se sont basées sur la croissance fœtale au 3e trimestre où c'est là qu'on voyait un retard de croissance. Donc, comme on va le voir sur les autres études que je vais vous montrer après. Donc le traitement du SAS, je reviendrai après sur le bébé. En première intention, ce qui est préconisé, c'est la PPC. Plus le SAS est sévère, plus on est proche du terme, et surtout si on a une prééclampsie ou une hypertension ou un diabète. En dehors de contre-indications, l'orthèse est possible si le diagnostic est fait précocement au cours de la grossesse. Donc moi, la gynéco dont je parlais, elle m'envoyait les femmes dès 4 mois, 5 mois, dès qu'elle pensait qu'il y avait un trouble du sommeil. Et à ce stade-là, on peut tout à fait faire une orthèse. Il y a les études qui ont montré qu'en fin de compte, ça n'abîmait pas plus les gencives, il n'y avait pas de souci. Bon, il faut que ça soit correctement fait, donc ça peut être fait précocement. C'est sûr qu'à une semaine du terme, sur une prééclampsie, on ne va pas faire une orthèse. Mais par contre, on peut toujours faire une orthèse aussi après. Donc bien sûr, les règles hygiéno-diététiques et le traitement positionnel associé s'il fallait. Donc ça, c'est une étude qui montrait les bénéfices de la PPC sur l'hypertension. Donc vous avez en haut la systolique, en bas la diastolique. Donc le contrôle, donc ça veut dire sans PPC, c'est en rouge. Donc on voit que la tension, elle augmente au fur et à mesure des semaines d'aménorrhée, que ce soit la diastolique ou la systolique, alors que sous PPC, la tension va diminuer, systolique et diastolique. Donc ça, c'était une étude sur la tension. Donc là, c'était sur les marqueurs, les protéines urinaires. Donc en gros, quand on met une PPC, donc là, c'était une étude sur une femme à 29 semaines d'aménorrhée, jusqu'à peu près 34 semaines, ça bloquait, enfin ça faisait régresser les troubles. Et à partir de 34-35, quand on se rapprochait du terme, par contre, de nouveau, les troubles revenaient. Mais on avait quand même réussi à améliorer pendant quelques semaines l'état. Alors... Donc ça, c'est pareil, c'est une autre étude sur la ventilation qui montrait que c'était effectivement le traitement standard du SAS, y compris pendant la grossesse, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, que c'était très safe pour les femmes enceintes. Et par contre, il manquait de recommandations pratiques. Et donc c'est là où j'en viens, c'est que depuis que ça fait maintenant plus de 7 ans que je m'occupe de ça, je n'ai toujours pas trouvé de recommandations sur les réglages de la PPC pendant la grossesse. Il n'y en a pas dans la littérature, il n'y en a pas. Et donc... Ce que je fais moi, c'est que quand c'est très tôt dans le terme, on peut mettre une autopilotée s'il n'y a pas de trouble, s'il y a juste un SAS ou une grande fatigue, on va dire, enfin, quand il y a un SAS, mais qu'il n'y a pas les complications, hypertension gravidique et tout le reste, ou prééclampsie, je mets une autopilotée. Si on est très proche du terme et qu'on m'appelle, parce que c'est souvent le cas quand même pour une hypertension ou une prééclampsie, là je mets une pression fixe et en général je les fais sous monitoring du bébé en maternité, l'appareillage pendant une sieste pour vérifier que ça ne joue sur rien. C'est absolument totalement empirique de ma part par sécurité parce que je n'arrive pas à trouver de recommandations. Voilà. Bon, ça fait des années que je fais comme ça se passe bien. En gros, c'est plus on est proche du terme et plus l'état est fragile, plus il faut mieux sécuriser. Donc monitoring, en maternité, voilà, pendant la sieste. Si quelqu'un trouve par hasard, je veux bien. Je cherche. Voilà, mais il n'y a pas de recommandation. Donc les conséquences sur le fœtus, comme je vous avais dit, c'est un défaut de croissance. Et donc là, on voit quand le contrôle, bébé prééclampsie, donc c'est l'activité du bébé, ça. Donc pendant le stade non REM et en bas pendant le REM. Et quand on met la PPC, les mouvements reviennent. Hein. Donc il y a eu pas mal d'études sur l'activité fœtale au 3e trimestre. Donc là, c'est pareil. Donc ça, c'est les mouvements. Donc on a le contrôle, c'est la prééclampsie. Attendez. Le contrôle, c'est les ronds en haut. Et quand on met la PPC, c'est les petites croix. Voilà, donc ça, c'est quand il n'y a pas de prééclampsie, c'est déjà quand on est en prééclampsie. Donc le contrôle sans PPC, déjà, il est plus bas,
enfin les mouvements, il y a déjà beaucoup moins de mouvements en prééclampsie que sans prééclampsie. Et quand on met la PPC, par contre, on améliore nettement les mouvements fœtaux. Donc ça, c'est des études qui montraient effectivement que ça pourrait potentiellement minimiser l'impact négatif sur la croissance fœtale. Ah oui, alors donc cette étude, ça c'est une revue de la littérature qui a repris 744 articles, ils en ont sélectionné 18 à la fin. Et donc par contre, ils se posaient la question sur de nouveau le résultat contradictoire sur le petit poids de naissance. Est-ce que le petit poids de naissance avait un rapport avec effectivement le SAS de la maman ou pas? Ils n'ont pas pu conclure, ils disent qu'il faudra faire plus d'études, hein, mais qu'ils pensent quand même que ça peut améliorer les choses. Sur toute la revue de la littérature, c'est un peu surprenant après tout ce qu'on avait vu, mais bon. Et donc, en gros, quand même, dans cette étude, ce qu'il disait, enfin, cette revue de la littérature, c'est qu'il faut, dès la première consultation, quand qui que ce soit le gynéco, le médecin généraliste voit une femme enceinte, déjà, il pose la question sur les facteurs de risque possibles, obésité, diabète et hypertension. Et s'il y a ces facteurs de risque, il faudra être plus vigilant pour suivre la femme enceinte et dépister éventuellement un SAS. L'alerter aussi que si elle commence à mal dormir, on va dire à partir du 4e mois, il ne faut pas hésiter non plus à faire un enregistrement du sommeil. Alors, traitement d'orthèse, donc c'est pareil, il y a un seul article dessus. Si vous en trouvez d'autres, je fais l'appel à chaque fois, il y en a un seul, donc l'orthèse est efficace. Et par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'on pourrait penser que les femmes qui sont sous orthèse, une fois qu'elles ont accouché, c'est plus facile de garder son orthèse, d'allaiter l'enfant et de se rendormir avec l'orthèse. Et en fin de compte, la durée de port de l'orthèse, même après l'accouchement, était très basse. Moins de 4 heures, alors que vraiment intuitivement, on se dirait quand la femme enceinte a une PPC, après quand elle allaite, c'est compliqué, la machine est dans sa chambre, elle allaite dans une autre chambre, et ben même l'orthèse, elle la met pas tant que ça. Donc il y a peut-être un travail à faire dessus pour inciter les femmes qui ont une orthèse pendant la grossesse à vraiment la conserver après. Alors ça, c'est bien sûr quand il reste des signes d'apnée, hein. Si elle est plus apnéique après, il n'y a pas de souci, mais ça, c'était chez des femmes dont il persistait un certain nombre d'apnées, elles ne mettaient toujours pas plus l'orthèse, ce qui est un peu dommage. Donc dans le postpartum, quand on a suivi une femme enceinte qui est appareillée, il faut donc effectivement parfois, en fin de compte, le SAS a été dépisté pendant la grossesse, mais était déjà présent avant, donc ça arrive. Parfois, c'est vraiment pendant la grossesse seulement et ça disparaît après, ou parfois il va persister. Entre autres parce que, par exemple, il n'y aura pas de perte de poids. Et donc là, il va vraiment falloir la suivre, il va falloir faire les polygraphies. Et il y a aussi, moi j'ai énormément, on est au ORL, on a beaucoup de pédiatrie, donc il y a souvent des femmes qui ont une histoire pré-éclampsie, qui ont perdu un enfant, et dans l'intergrossesse, on va dire, il ne faut pas hésiter à faire un enregistrement du sommeil, parce qu'on va voir les enfants, et là elle vous dit, je viens d'en perdre un, j'ai fait une pré-éclampsie, et donc c'est là où il faudra dépister la femme, alors qu'elle ne vient pas pour ça, parce que si elle a une autre grossesse, le risque est quand même nettement augmenté, et surtout on a pu passer à côté d'un SAS. Donc voilà, donc les femmes qui ont fait une pré-éclampsie, il faut leur faire une polygraphie en dehors de la grossesse. Et bien sûr, de toute façon, il faut aussi leur en faire pendant leur grossesse d'après. En tout cas, il faut les alerter. Les antécédents de pré-éclampsie, il faut les alerter, qu'il faudra les suivre. Je change un tout petit peu de sujet, j'ai bientôt fini. Il y a d'autres moments où les hormones sont perturbées chez la femme, c'est quand il y a un travail posté. Et ça, c'est des sources d'infertilité. Bon, après, on sait qu'il y a aussi des sources de cancer, mais d'infertilité également, avec anovulation. Et pour ceux qui font un peu de PMA, malheureusement, c'est pas du tout recherché les troubles du sommeil dans les centres de PMA. C'est absolument pas fait. On dépiste pas le SAS, on pose même pas la question des troubles du sommeil. Donc ça, c'est aussi un gros travail de diffusion à faire parce que c'est pas fait. Travail posté et puis voilà, savoir s'il y a des troubles. Pareil pour les fausses couches à répétition. Donc les fausses couches à répétition aussi, on devrait rechercher un certain nombre d'apnées du sommeil. Donc il y a vraiment des cas, et les avortements prématurés, morts prématurées. Donc ça, c'est important. Donc là, en gros, ce qu'il faudrait, c'est arriver à diffuser l'information qu'il faut chercher un SAS chez les femmes enceintes, en tout cas un trouble du sommeil, même si c'est pas un syndrome d'apnée. Qu'une femme enceinte qui vous dit qu'elle dort pas bien, il faut l'écouter. Donc c'est vraiment, donc après, savoir comment est-ce qu'on diffuse l'information, est-ce qu'on fait des réunions. Donc j'ai fait partie du groupe sommeil et grossesse. On avait fait une petite plaquette. Il y a eu une petite bagarre en début parce que la psychiatre qui gérait le groupe voulait absolument appeler l'insomnie pendant la grossesse. Donc on lui a dit que toutes les femmes enceintes ne pensaient pas qu'elles étaient insomniaques si elles dormaient mal. Donc ça s'appelle le sommeil lorsqu'on est enceinte. Donc voilà, cette petite plaquette, donc c'est pareil, elle n'est pas diffusée partout, hein, il faut la demander. Donc ça, il y a beaucoup de bordelais. Donc c'est le questionnaire qui est utilisé chez vous, mais qui permet quand même de dépister. Donc en début de grossesse, donc ça c'est vraiment le questionnaire en début de grossesse, poser les questions, savoir comment les gens dorment.
Enfin, les femmes enceintes dorment, pardon. Voilà, donc en conclusion, les troubles du sommeil, il faut ne pas les négliger, y compris chez la femme enceinte. Spontanément, elle ne va pas se plaindre, clairement, de son sommeil, parce qu'elle s'est trop vue souvent dire que c'était normal. Il ne faut pas hésiter, vous, à aller chercher les signes de SAS, et il faut dépister pendant la grossesse, y compris dès le 4e mois. S'il y a de la fatigue, il faut aller voir ce qui se passe. Il y a souvent déjà des limitations de débit. Entre les grossesses, comme je vous ai dit, s'il y a des antécédents de fausses couches, d'infertilité ou de prééclampsie, il faut faire un dépistage, parce qu'il peut y avoir un trouble du sommeil. Et il faut trouver comment relayer à tous vos collègues obstétriciens, sages-femmes, les cardiologues, les endocrinos, voilà, les gynécos, bien sûr, j'ai pas obstétriciens. Voilà, j'ai fini.